Marc et salut les Smart. Bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique ou on encense les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël pour un épisode historique puisqu'il s'agit du tout dernier pay-per-view avant WrestleMania 37. Il s'agit de Fastlane 2021 au Tropicana Field Center, tout ça, Thunderdome de Saint-Pétersbourg, en Russie bien sûr. Et je suis avec le plus russe d'entre nous, c'est Papy. Comment ça va, Papy? Bonjour les petits enfants, bonjour Raphaël. Je réfléchissais, mais je suis incapable de dire le moindre mot en russe. Da, voilà. Ah, da, oui bien, mais en fait, c'était pas en Russie, en fait, je crois, hein. Il faisait un peu Ah, plus chaud que ça. C'est un Saint-Pétersbourg qui est en Floride, et voilà, belle ah, région. est-ce que je sais parler espagnol du coup? Je ne saurais dire. Ah, Buenos días, ah, bah, buenas tardes. ah, voilà, ça c'est bien, ça, très bien. Bah écoute, te voilà lancé pour voilà, c'est ce que je disais, hein, c'est un pay-per-view, mais avec plein d'implications derrière. La Road to WrestleMania, on y est en plein. Bah voilà, hein, est-ce que la route est belle, comme on dit? Est-ce que long is the road? Est-ce que la dernière ligne droite, la dernière lane, est-ce qu'on a été fast ou pas si fast? On va découvrir ça ensemble, hein. On est prêt à Ah ouais, analyser. on est prêt. Il y a eu des, j'ai envie de dire qu'il y a eu des arrêts et des redémarrages en trombe ces dernières semaines. Donc, que veut nous réserver le Fastlane? Suspense. Des démarrages en côte, ouais, même on peut, on peut dire. Voilà, et peut-être quelques calages aussi, hein, pour le passage de permis. Bien, Papy est avec moi. Vous connaissez peut-être les habitudes de Papy. C'est un choix politique fort. Il refuse de voir les pré-shows. Et moi, du coup, aussi. Donc, on n'a pas vu le pré-show, mais on va quand même en parler. D'accord? Très bien. Bah, en tout cas, je te félicite de m'avoir rejoint dans ce mouvement. Voilà, c'est ça. Donc, le pré-show que nous n'avons pas vu, mais heureusement, la WWE pense à nous et fait toujours en milieu de pay-per-view un petit résumé sur ce qui s'est passé dans le pré-show. Donc, le pré-show, c'est très simple. C'était Mustafa Ali avec ses copains de Retribution contre Riddle pour le fameux titre US. Les dirt sheets qui disaient que Mustafa Ali allait prendre ce titre US, allait feuder contre Kofi Kingston ou je ne sais pas qui, tout ça dans sa storyline de revanche. Bon, ben pas du tout. Il a perdu. Et surtout, il a tellement perdu qu'il s'est énervé à la fin devant tous ses sbires. Bon, vous me direz, ça fait 20 fois hein, qu'il s'énerve sur tous ses sbires. Il leur dit, vous êtes que des merdes et des gros nazes. Alors du coup, il y a Slapjack qui s'en va. Et du coup, Mustafa Ali, Reckoning comme il aussi. est Reckoning aussi, donc Mustafa Ali, comme il est très intelligent, et ben, il continue d'engueuler ceux qui restent, évidemment. Les derniers qui lui sont encore un peu fidèles, non, il continue. Il dit, oui, vous êtes vraiment des grosses merdes. Et du coup, au final, et ben, T-Bar et puis A.B 14-0, là, je Mace. sais plus, Mace, voilà, et ils lui font un double chokeslam et bim. Et donc voilà, et ben Retribution, comme tu l'as dit sur le Discord, finit en pleine gloire, hein. Belle fin de carrière. Après la Undisputed Era, mais quelle année pour les factions légendaires à la WWE. Ah oui, là, c'est magnifique. Je pense qu'on pouvait pas choisir de meilleur endroit pour foutre la fin de Retribution qu'en pré-show, un truc que personne regarde. Voilà, c'est très bien. Vous êtes tombés avec les honneurs, messieurs. Bravo. Voilà, donc alors très rapidement, qu'est-ce que t'aimerais toi qu'il se démasque? Tu veux voir de Dijakovic ou il reste en faction mais sans lui? Tu veux voir Ah, des matchs par exemple un peu plus les uns contre les autres ou on tourne la page là? moi, franchement, je serais d'avis de tourner la page complètement. Après, ils peuvent Ouais. redémarrer ils peuvent tenter de relancer le truc, mais là, franchement, le groupe, il est totalement pourri. Je sais même pas s'ils ont un intérêt à rester dans le main roster, enfin, du moins pas tous, parce que alors, Slapjack, qu'est-ce qu'il va faire tout seul, quoi, sans masque? Enfin, Mm. donc voilà, donc alors s'ils retentent le coup, pourquoi pas, hein, mais moi je serais d'avis de vraiment tirer un trait sur cette affaire qui est vraiment très triste. Et d'ailleurs, je pense qu'ils vont, enfin, je serais très étonné qu'ils apparaissent à Mania, par exemple. En tant que faction, tu veux dire? Bah, en tant que tout court, hein. Je sais Parce pas. que ce que enfin, franchement là, c'est bon, après on n'a pas une surprise près, mais je vois vraiment pas, ils tout enfin, voilà, je vois plus Ouais. vraiment ils avaient déjà pas l'intérêt, puis alors là, maintenant qu'ils existent plus, Ouais, c'est compliqué. Moi, je crois que limite, il faudrait. Bon, ça assumerait pas trop le truc, mais limite, le Raw du lendemain post-Mania, là, tu fais monter Dijakovic et tu le présentes en tant que Dijakovic et tu passes discrètement sous silence tout ce qu'il a fait pendant un an, mais voilà, tu fais genre comme il y a un nouveau venu, mais parce que c'est le seul que. Enfin, je dis Dijakovic parce que c'est le seul que je connais à peu près sans les masques et que j'ai vu catcher parce que Mace, on l'a pas vu beaucoup
Et même Ah mais Shane c'est Thorne, pas ouais, ouais, parce que mais sur la plus vue commentée que catchée, donc ouais, c'est effectivement, ça. c'est pas ce qu'il vaut et Shane Thorne, bah, le problème, c'est qu'il a un physique vraiment ultra quelconque, quoi. Ouais. Donc il y a Miaim qui pourrait peut-être faire quelque chose, mais bon, Ah bah oui, ouais, ça serait bien ça. Bah écoute, je reste perplexe. voilà, Mustafa Ali va pouvoir retourner, faire du codage vidéo, et hacker les caméras de sécurité. Voilà, bonne route, mon garçon. Bravo, tu tout Écrasé sur gagné. l'autoroute de WrestleMania. Ouais, là, pas de Elle est pas bol. traversée. Bon, ça commence fort ce Fastlane. L'opener du main show, du show principal, c'est une grosse affiche là aussi, c'est le Women Tag Team Championship. Donc on a Bianca Belair et Sasha Banks, futur rival à WrestleMania, faut-il le rappeler, qui affrontent donc les championnes, Shayna Baszler et Nia Jax, qui elles, ouais, ça s'est pas trop bien fini au dernier Weekly là. C'est Nia Jax qui est partie, c'est ça? C'était qui avait abandonné sa copine ou c'était l'inverse? Non, Non, c'était Baszler qui avait mis un coup de genou à Nia Jax et lui fait ouais, perdre son titre, enfin la possibilité pour le titre de Sacha. c'est ça. Ouais, mais il y avait pas du coup Nia qui était partie pendant le match de Baszler un peu plus tard Ah là ou peut-être, ouais, peut-être tu as raison, ouais, peut-être ouais, tu as raison. il me semble. Quand il y avait eu les fameuses c'est pas là qu'il y avait eu Natalia et tout le bordel? Enfin bref. Si, En si, tout c'est ça, cas, c'est ça. voilà, donc très grosse affiche, j'allais dire seule affiche féminine, il y a eu un match qui est semi-féminin un peu plus tard, mais on en parlera. En tout cas, les ceintures, individuelles, hein, celle de Sasha Banks ne sera pas défendue et Asuka, toujours pareil, même pas là. Donc ça sera voilà, le moment féminin de la soirée, avec une Bianca Belair qui commence un peu toute seule, qui d'abord virevolte, puis se fait vite secouer par les 2 autres, se fait taper dans les coins. Nia Jax et Shayna Baszler enchaînent assez rapidement. Il y a un hot tag qui passe. Alors là, Sasha Banks, pour le coup, elle fait la régalade. Elle fait, comme on dit, elle en prend une pour taper sur l'autre. Là, il y a un moment où elle se tient à Nia Jax et hop, elle fait un drop kick en passant à Baszler. Enfin, elle nettoie un petit peu le ring. Elle le nettoie tellement bien qu'elle permet à Bianca Belair de faire son 450 splash sur Shayna Baszler. Sauf qu'au moment où le tombé, le pinfall est tenté, Reginald, dont j'avais oublié de parler, mais qui est bien là, notre petit ami francophone, qui est le copain de Nia Jax, il monte sur le bord du ring, ça distrait l'arbitre, évidemment. Ah, donc l'arbitre, forcément, entre un gars qui monte sur le bord du ring ou une tentative de tomber, le plus urgent, c'est le gars qui monte sur le bord du ring. Donc voilà, il y a une espèce de bordel ambiant. Sacha Banks essaye d'attaquer Reginald qui l'évite en faisant ses petits sauts périlleux. Bianca Belair attrape Reginald et le tape. Ensuite, Sasha Banks rentre dans le match et fait un bank statement sur Baszler. Sauf que Nia Jax pousse Bianca Belair qui tombe sur Sasha Banks. Donc du coup, bah, elle se dispute. Toujours le même coup. Ah, pourquoi tu m'as empêché de faire ma prise? Ah, mais c'est pas ma faute. Et du coup, Shayna Baszler, héroïquement, en profite pour faire un roll-up sur Sasha Banks. Roll-up que Bianca Belair ne pourra pas briser parce qu'elle est retenue par Nia Jax. Et du coup, bah voilà, les challengers de ce soir perdent et se disputent à la fin. Et Sasha Banks envoie une grosse baffe à Bianca Belair. Ouh là là, ça y est, ça tombe bien, leur prochain match, elles s'affrontent. Donc ça tombe bien qu'elles soient plus copines. Est-ce que tout ça tombait bien? Ouais, ça tombait bien après, enfin ça tombait bien, sachant qu'elles sont devenues copines pile au moment où, elles se sont défiées l'une l'autre, pour WrestleMania donc quelque part, c'est pas non plus une grande amitié qui s'arrête. Heu j'ai trouvé cet opener assez pauvre, en termes 9 de minutes qualité. 41. Ah, il était quand même bien long, tu vois? J'aurais plus dit plus Ouais, court, mais assez pauvre en termes de qualité, j'ai trouvé. Bah, en fait, le problème, c'est que cette histoire-là, elle est pas passionnante pour l'instant. On a vraiment qu'une envie, c'est que Sacha et Bianca se foutent sur la gueule et toutes les bisbilles, bah, justement, copines plus copines, alors que leur amitié, jusqu'à récemment, n'existait pas du tout. C'est pas vraiment, enfin, tu l'impression que c'est parce que c'est des filles qu'ils ont fait ça. Comme c'est des ouais, filles, bah bah, c'est ça. forcément, elles sont copines parce qu'elles sont fake, nia c'est un défaut qu'ils ont tendance à utiliser pour des filles, souvent avec les filles, de dire que, bah, forcément quand tu es copine, bah, quand tu es face, bah, tu es forcément les meilleures copines du monde, quoi, tu vois? Alors, même si tu n'as jamais eu aucun segment en commun depuis des années, quoi. Donc c'est toujours un peu problématique et du coup, moi, ça m'a pas vraiment intéressé, je t'avouerai. Je rebondis sur ce que tu disais en disant que c'est le seul match féminin de la soirée. Et j'ai sauf erreur de ma part, ces matchs tag team là, entre, les championnes et Bianca, Sacha, je crois que c'est les seuls matchs tag team qu'on ait droit en pay-per-view depuis le début d'année, hein. On avait eu la même affiche, au pay-per-view d'avant et là rebelote, donc les filles sont pas très bien servies, mais alors les tag team, en pay-per-view, c'est pour l'instant pas du tout leur année en 2021.
Non, bah, c'est plus pour le moment, chez les femmes, c'est presque plus l'année des tag teams quand même que des titres individuels, hein. Parce Ah oui, je que parlais filles et garçons confondus, hein. ah oui, filles et garçons confondus, d'accord. Je Oui, pense oui, qu'il ah y a eu bah, aucun match de tag team garçon depuis le début d'année. Il faudrait en pay vérifier, mais en pay-per-view? pay-per-view. Fact-checking, Hors pré-show, bien fact-checking. sûr, je compte pas les pré-shows parce que ça compte pas ça. Non, c'est de la triche. C'est bien possible, hein, vu qu'on a eu le Rumble et l'Elimination Chamber, à vérifier, mais en tout cas, bah, effectivement, pas de match de tag team masculine ce soir non plus, hein, c'est vrai. Non. Donc, il va falloir heureusement, on a un double WrestleMania qui arrive, donc il y aura bien des matchs, pour tout ça, mais Oui, il y en a déjà un d'annonce en plus, donc là, c'est bon, ça va redémarrer. c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, bah, puisqu'on n'a pas de match, tag team, on va rouler vers les ceintures, intermédiaires. Donc le titre, hein, américain, ça on a vu, c'est Matt Riddle toujours. On va passer vers le titre intercontinental, un match qui était relativement attendu quand même, même si c'est le quatrième ou cinquième de la rivalité. Le champion Big E qui affronte Apollo Crews, avec un beau clip, où on voit le Nigeria, des guerriers africains, des girafes, des lions, tout ça. Donc voilà, Apollo Crews maintenant, excusez-moi, c'est le guerrier africain. Alors les deux sont chauds d'entrée pour se mettre sur la gueule, hein. Biggie, il envoie son spear à travers les cordes à Apollo Crews. Il lui fait deux big splash là sur l'arête du ring, avec le corps d'Apollo Crews sorti. Des belly to belly suplex au milieu du ring. Mais Apollo Crews, à un moment donné, fonce, évite une prise et donne un grand coup sur le genou de Biggie. Donc là, Biggie, bah, ça lui fait mal, il est déstabilisé. Il encaisse trois German suplex d'un coup. Il est envoyé l'épaule dans le poteau. Donc voilà, le challenger répond violemment à son adversaire. Et tout d'un coup, au bout de 5 minutes 42 de match, Apollo Crews tente un drôle de roll-up qui est bizarrement contré par Biggie et l'arbitre qui compte 1, 2 et 3. Et 3, sauf que personne ne dit rien. Aucune musique ne retentit, si ma mémoire est bonne. Aucun commentaire ne dit And the winner is. Et Apollo Crews se met à tabasser Biggie, lui fout des baffes, lui fout des souplexes, tout ça. Lui dit It's not over, c'est pas fini. Sauf qu'en fait, on n'a rien compris et personne nous a dit que Biggie avait gagné. Donc Biggie a gagné, hein, voilà, il a contré un roll-up en roll-up, et il a volé le pin, mais c'était bizarrement exécuté et voilà, on a gagné du temps probablement pour une affiche, encore à WrestleMania ou alors en ajoutant, comme on fait souvent, du monde dans l'équation. Mais là, un drôle de goût, d'inachevé papy, ou qu'est-ce qu'on en dit? Oui et non, alors ils ont en fait, la musique de Biggie s'est lancée, mais elle s'est arrêtée directement parce qu'Apollo Crews a attaqué directement Biggie derrière, en fait. Donc il y a eu quoi? Il y a eu 3 notes, ça s'est arrêté directement. Donc je pense qu'en fait, c'était la victoire de Biggie. Alors je sais pas si c'est les commentateurs qui ont mal vendu le truc ou Apollo Crews qui s'est emmêlé enfin, qui a attaqué trop vite, en fait. Mais parce qu'eux, ils ont commencé à vendre un espèce de double, KO. Et Apollo Crews, il a même pas tenté de faire croire qu'il pensait avoir gagné. Il a directement attaqué Biggie comme s'il savait qu'il avait perdu, quoi. Donc je pense qu'il s'est un petit poil trop précipité, tu vois, dans son attaque post-match. Il aurait juste dû, laisser quoi 3-4 secondes, style, tu sais, il interroge l'arbitre, «Est-ce que j'ai vraiment perdu?» tout ça, avant de péter un câble. Mais sinon le reste, alors c'est c'est c'était court. C'était court, ça, il y Mmh. a effectivement, je pense qu'ils auraient dû rajouter 1 minute ou 2 de plus. Par contre, c'était très intense, le rythme. Les Angle Slam là qu'il a sorti, après le match de Apollo Crews, c'était super impressionnant, je trouve, parce qu'il te soulève Biggie comme si c'était rien. Et le fait que ce soit un match qui va en amener d'autres, tu vois? Du coup, ça me fait accepter que le match soit aussi court, tu vois? Je me dis: «OK, bah, c'est un apéro pour la suite de leur rivalité», moi ça me va très bien qu'ils continuent jusqu'à Mania parce que je pense que j'en avais déjà dit, je suis plutôt satisfait de la rivalité entre les 2. Je trouve qu'elle prend bien. Donc ouais, c'est un court match, mais qui me satisfait quand même. Bah, et moi, je trouve qu'il y a une alchimie entre eux, on l'a déjà dit plusieurs fois puisqu'ils se sont affrontés à plusieurs reprises, bah, en weekly à SmackDown, donc c'est rarement, enfin, on a rarement 15 minutes, hein, en weekly à SmackDown, donc c'était souvent des matchs un peu de cette durée-là. Et ça c'est marrant, hein, je trouve qu'il y a l'intensité des matchs, de Lesnar là presque, parce que c'est très, toute proportion gardée bien sûr, mais voilà, c'est des souplesses, on Puis c'est dirait au qu'il s'envoie sprint, hein. que voilà, c'est sprint, on dirait qu'il s'envoie que des finishers dans la gueule là, des splash, des belly to belly, tout ça.
Mais moi, je mets quand même un gros bémol sur l'exécution de cette fin. C'est vrai qu'on n'a rien compris, alors que l'arbitre, en plus, était très claire, hein. Enfin, elle a montré Biggie, elle a fait le signe. Je connais pas tous les codes visuels avec les doigts là, des arbitres à la Mmh. WWE, mais ça paraissait évident. Et pour moi, il y a eu un souci. Effectivement, soit la musique était trop courte, et ça, j'applaudis les ingénieurs du son à la WWE. Les mecs, dès qu'ils voient que le gagnant se fait tabasser, ils éteignent de suite la musique. Là, il y a un gars qui est très fort, et il y a ah, victoire de Biggie, attention, je lance. Ah merde, il prend un coup. Stop, stop. Non, on arrête la play. Ça, ils sont forts pour faire ça. Et du coup, moi, j'attendais en fait l'annonceur qui nous dise and the winner and still Intercontinental Champion, Big E. Et normalement, c'est ça qui déclenche la fureur d'Apollo Crews. Mmh. Donc moi, j'ai un peu le sentiment quand même d'avoir vu un truc du niveau d'un weekly, quoi. Ouais, Et je ouais, pense qu'il voilà, il y a un petit peu de Apollo Crews et je pense qu'en plus les commentateurs ont pas vendu le truc, en fait. Ils ont mal vendu, en jouant justement le style interloqué, bah, du coup, ça allait pas du tout avec la violence qui était en train de se déchaîner sur le ouais. ring. Mais sinon, je suis d'accord avec toi que j'aime bien cet Apollo Crews là. Ça ressemble moins à leurs autres affrontements parce qu'il y a cette haine assez équivoque. Et puis, ben, je sais pas, toi, tu préfères un solo, hein, pour cette affiche, ou tu veux des échelles et puis 3 ou 4 autres gars pour se mettre sur la gueule? Bah, moi, j'aime beaucoup les échelles, mais franchement, je Ouais, pense que ce match-là mérite un solo, en fait. c'est vrai, je Là, trouve il y a une aussi. espèce de haine qui est en train de naître entre les 2. Tu le dis, c'est le rythme est super rapide. Alors je il me semble que ce match-là, il démarre avec directement Biggie qui fait son spear à travers les cordes au bout de 2 secondes, quoi. C'est ça, Donc, quasiment, alors ouais. que c'est un move qu'il envoie super tard d'habitude, donc je me suis dit: «Ouh là là, les mecs sont partis comme des dératés, quoi». Et ouais, moi bah, à la limite, c'est autant qu'ils mettent l'échelle sur un autre match peut-être. Bah, peut-être justement sur les tag teams qu'on voit pas ce soir et pour lesquels il y a beaucoup d'équipes en ce moment sur côté SmackDown, donc moi j'aimerais bien du coup un solo pour, l'Intercontinental Championship. C'est vrai. Après, ça existe aussi les solo ladder match, hein, ça pourrait être, bon, c'est souvent pour des matchs plus prestigieux des championnats du monde, mais pourquoi pas? Voilà. Ah ouais, mais Non, tu pas le envie? style en physique des 2 là, Ouais, c'est j'ai vrai. envie de voir des angle slam, j'ai envie de voir des grosses souplesses et tout là et ça se prête un peu moins bien au match à l'échelle, je trouve. C'est vrai. Bon, on verra bien. En tout cas, on aura de la suite. C'est pas fini. It's not over. Il a raison, Apollo Crews. Et voilà. Et puis, petit bonjour à tous ceux qui nous écoutent depuis le Nigeria. A priori, vous n'êtes pas très nombreux, mais si vous existez, bah, écrivez-nous en commentaire, ou où que vous voulez. Bonjour, nous sommes du Nigeria, et nous écoutons Catch Up. Voilà, ça nous fera plaisir. C'est toujours chaud au cœur quand on nous écoute du côté de Lagos peut-être ça? Non? Je vais dire une bêtise? Non, c'est ça. Mhm. Ouf! Je me suis dit: «Je me suis lancé trop loin». Oui, ça c'est le genre de, de truc où tu peux vite être taxé de Michel Leble. Oui, Oh! merci de Conakry, au Ah, Conakry, c'est en Nigeria. Guinée. Je sais bien. Bon, ben voilà, on revient de ce beau voyage, dans les pays lointains. Là, par contre, la douche froide, hein. Je suis désolé, papy, mais il y a une très mauvaise nouvelle, Ah! et on nous annonçait un gros match, un match de titans entre Braun Strowman et Shane McMahon. Sauf que Shane McMahon, s'est blessé à la jambe à l'entraînement, et en plus, on a la vidéo. On voit Shane McMahon, qui est en train d'essayer de donner des coups de pied à un enforcer, un entraîneur là qui est un peu avec des gants de boxe et tout. Et oh là là, il retombe mal, nous dit-on. Alors moi, Oh le drame. j'ai trouvé que c'était épouvantablement mal fait. Aïe, ah là là, Shane. Du coup, il marche sur Becky et est bien emmerdé. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Qu'est-ce qui va se passer? On sait pas, rien n'est prévu. Voilà, à la WWE, on se dit souvent, balèque, on verra sur le moment. Ça tombe bien parce que Shane, dans les coulisses, en marchant là avec ses petites béquilles, il croise Elias et Jackson Ryker. Elias, il dit, bon, quand même, WrestleMania arrive, voilà, j'aimerais bien faire un petit concert, j'aimerais bien avoir mon moment. Mec, demande-moi quoi qui ce soit, je suis prêt à tout pour t'aider, mais je veux mon WrestleMania moment. Bon, bah voilà, hein, on le voit gros comme Braun Strowman, ce qui va arriver. Et ben, on se retrouve sur le ring donc avec Elias, Jackson Ryker et Shane McMahon. Shane McMahon qui laisse Elias jouer quelques notes de musique, et puis qui l'interrompt en lui disant, au fait mec, tu me remplaces ce soir. Et Braun Strowman débarque, c'est très Bran. difficile à dire. Voilà, donc et Shane se casse, hein, il regarde même pas le match de mémoire.
Non, j'ai pas souvenir, enfin, je sais plus ce qu'il a Ouais, foutu. Il m'en fout de Shane, donc voilà, bon, Jackson Ryker, lui, il reste aux abords du ring pour aider son guide spirituel qui se fait un petit peu défoncer, puisque voilà, Braun Strowman versus Elias. Bon, on a dû déjà voir cette affiche hein, en weekly ou autre, c'est pas non plus extraordinaire. Évidemment, Braun commence par détruire Elias dans tous les sens, mais Jackson Ryker l'aide un petit peu. Il lui évite par exemple un count-out en le remontant sur le ring. Je sais pas si c'était une très bonne idée. alors Surtout, il distrait Braun, ce qui permet à Elias d'avoir sa petite phase de domination. Il envoie des coups de coude dans la tête de Braun Strowman. Il va même faire sa descente du coude de la troisième corde. Sauf que voilà, ça fait même pas deux, ça fait simplement un. Et puis ben voilà, running power slam et la victoire. Bon, Braun Strowman, il aime bien taper des gens. Donc là, il en a eu pour 3 minutes 50, il a tapé Elias. Mais là encore, bah, it's not over. Sûrement, Shane a réussi à passer entre les gouttes. Voilà, même chose que le match précédent, on fait un petit freinage pour se donner un match suivant plus tard. Alors je sais que ça t'intéresse pas trop, mais qu'est-ce que tu peux nous en dire quand même? ouais, alors là, pour le coup, le fait que le match soit court, vu l'opposition, c'est Oui, un peu logique, tu vois? Si Elias avait réussi à tenir 10 minutes, ça m'aurait un poil gêné, je suis vu d'accord. qu'il s'est fait mettre KO la semaine dernière par, le rappeur là, Bad Bad Bunny, Bunny. Je ça me ferait chier qu'il résiste à Strowman. Au contraire, je trouve que finalement ce match-là était bien fait, en fait. Parce que du coup, i c'était, plaisant les 3 minutes. Franchement, c'était plutôt propre. Strowman en ressort, en monstre alors que, il venait de se faire péter la gueule par un vieux de plus de 50 ans. Enfin, désolé c'est pour les vrai. gens de plus de 50 ans, hein, mais dans le catch, un mec de 50 ans qui n'est pas catcheur, heu, j'ai du mal à le voir, tabasser Braun Strowman, quoi. Donc là, il se refait un peu la cerise, donc j'ai bien aimé, en fait, finalement, ce match-là. Sincèrement, je préférerais voir ce match-là qu'un match avec Shane, voilà, c'est dit. Et en fait, en regardant ce match, je me suis une petite pensée d'il y a 2 3 ans où, au moment où, tu avais un peu tous les main eventers de Raw et SmackDown qui se cassaient tous la gueule un par un, qui se blessaient, qui tombaient malades et cetera. Je m'étais dit: «Bah tiens, peut-être que Braun et Elias, ça serait l'avenir de la WWE» parce qu'à l'époque, ils avaient tous les 2 des pop de malades, je sais pas si tu te souviens? Mmh. Bon, quelques années plus tard, c'est bien retombé, mais ça m'a fait plaisir en tout cas de les voir s'affronter. Ah oui, toi tu très plutôt enthousiaste quand même. Ouais, pas à ce point-là non plus, mais ça m'a fait chaud au cœur. Puis franchement, tu vois, il y a des matchs comme ça où, le timing est bon, tu vois? 3 minutes 50, c'est ce qu'il faut, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi dans le sens où, moi quand j'ai vu que, j'étais persuadé, enfin je sentais venir qu'il y aurait une subtilité, qu'il y aurait une faille, qu'il y aurait un truc, qu'on n'aurait pas cette affiche-là, Shane contre Braun, de suite. Quand j'ai vu que bon, bah, c'est ça, c'est Elias qui prend le shot, ça c'est tellement prévisible en fait, surtout quand on voit que Shane part. Alors, il aurait pu revenir avec un kendo stick ou je sais quoi pas quoi pour aider, Elias, mais non, ouais, il a laissé faire ça. Ça prouve l'implication qu'il a dans cette rivalité et le squash paraissait inévitable, donc voilà, c'était plutôt, comme tu dis, rigolo à suivre parce que c'était court. Mais sinon, ouais, ça continue de pas être très intéressant, hein, entre, les promos de chaîne qui prennent, des plombes, le segment du dernier Raw qui était assez dramatique et puis là, c'est bon, effectivement, on peut voir ça de manière positive pour Elias, qu'on voyait pas depuis un bon moment, qui retrouve un petit peu une place, mais alors bon, à quel prix? Par contre pour Braun, c'est pas trop mal. C'est pas si Mmh. mal. Bien sur ce, écoute, on va partir sur quelque chose d'un peu plus, une opposition peut-être un peu moins, injuste, hein, un match, qui était pas mal attendu d'ailleurs. Seth Rollins, notre messie, notre dieu à tous, qui affronte Shinsuke Nakamura et c'est vrai que, c'est pas forcément l'affiche, auquel on aurait le plus, eu d'attente et d'espérance, mais bon, c'est 2 catcheurs, qui se sont jamais croisés jusqu'à présent, je pense, hein. Ça devait être une des premières, hein, de mémoire. Ouais, j'ai pas souvenir de grands matchs entre eux 2, ouais. Et pourtant, bah, voilà, bon, Seth Rollins, on ne le présente plus, Nakamura non plus d'ailleurs. Donc il y avait une certaine curiosité, il y avait une certaine attente. N'oublions pas que tout ça est autour de la feud avec, Cesaro, mais Cesaro n'est pas là ce soir et il sera pas là, hein. Le match va se dérouler, il y aura pas d'intervention ou quoi que ce soit. Alors Seth Rollins prend le dessus assez rapidement dans la rencontre. À l'extérieur du ring, il va taper la tête de Nakamura sur la table des commentateurs. Il lui envoie une série de gros coups de genoux dans le ventre, là, en le projetant dans les cordes, en utilisant les cordes pour rebondir.
il s'énerve, il parle des fameux 22 swings que lui a infligé Cesaro. Donc voilà, Rollins, il est dans son match, mais il se déconcentre un peu. Il a toujours mauvaise, en fait, cette histoire du Suisse qu'il a humilié. Et ça profite à Nakamura qui, lui, reste concentré, se réveille, envoie des coups de genoux à Seth Rollins, des strikes. Voilà, Nakamura, on connaît un peu son catch. Là, il tourne sur lui-même pour envoyer des coups de pied en hauteur, des coups de genoux. Seth Rollins fera un suicide dive vers l'extérieur du ring, Sling Blade à l'intérieur du ring. On a beaucoup d'échanges. C'est assez rythmé, des échanges de strikes, l'un qui tape l'autre, le japonais qui envoie du kick, qui tente un Kinshasa mais qui est évité, qui est contré en Buckle Bomb, la fameuse prise qui a failli tuer Sting là sur le turnbuckle. Seth Rollins enchaîne avec son Falcon Arrow. Il part pour faire un curb stomp, mais il est contré d'une espèce de power bomb de Nakamura, qui retente son Kinshasa, mais qui est encore évité. Seth Rollins lui envoie un kick à l'arrière du crâne, et puis là, il part dans les cordes. Curb stomp. Victoire en 12 minutes 54 du Messi des foules. Clean, legit, et plutôt beau match, non? Plutôt beau match, ouais, j'ai envie de dire un match moyen plus, je dirais pas bon non plus parce que j'ai toujours un petit peu de problème avec les rythmes des matchs de Nakamura. Je trouve Et que ça manque de c'est pas assez punchy en fait, ces matchs et là, celui-là n'échappe pas malheureusement à la règle. Par contre, ils se sont fait plaisir, j'ai l'impression, ils ont quand même eu pas mal de force tous les 2. C'était plutôt sympa à suivre, plutôt vivant. La fin est très sympa à suivre, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de contres, beaucoup d'évitements, c'est très sympa à voir. Seth Rollins qui nous sort un nouveau coup là où il rebondit sur le genou de Nakamura pour lui faire un kick derrière la nuque, ouais, c'est pas mal ça. qui est assez innovant et qu'ils ont bien insisté dessus, donc je pense que ça va être quelque chose qui va essayer d'intégrer de manière permanente. Mais voilà, c'était ouais, moyen plus. C'est-à-dire que c'est ouais, c'est une bonne transition. C'est pas un match sur lequel, je mettrais toutes mes économies, on va dire. Mais c'était plaisant à regarder. Ouais, moi je trouve que c'est la performance solide pour le moment à la WWE, et pour le moment ça commence à faire long, mais on va dire j'ai l'impression que c'est un peu le mieux dont on peut attendre de Nakamura, quoi. C'est un peu ses performances average, là, standard, c'est-à-dire des fois il fait des matchs moins bons que ça, des fois il s'implique peut-être un peu plus. Après, il a été beaucoup en tag team ces derniers mois, donc c'est un peu plus difficile à comparer, mais voilà, quand il veut faire un bon match de voilà 12 minutes contre un taulier, il fait à peu près ça, voilà, ses strikes, ses machins, ses coups de genoux, ça envoie, il y a des trucs assez stiff quand même, mais c'est vrai qu'il y a un storytelling qui est peut-être un peu plus linéaire, ouais, il y a ouais, et puis il y a pas Bah, c'est beaucoup plan-plan de ces matchs à c'est ça. Nakamura, hein. Ouais, c'est ça. Ça il y a pas vraiment d'intensité dramatique et de montée en créneau, voilà, ça domine un peu, puis il prend des coups, puis après ça va mieux, mais il y a pas vraiment la flamme. En plus, bon, voilà, le contexte fait que c'est Fastlane et c'est pas ce match-là qu'on attend, c'est celui avec Cesaro, mais voilà, c'était la petite mise en bouche. Moi, j'ai trouvé que c'est bah, un des premiers moments du pay-per-view vraiment où on avait de bout en bout un match qui tenait à peu près la prestance. Oui, le match tenait la route, ça, il y a pas de souci là-dessus. Voilà, allez, maintenant on va rester en parlant de route, on va faire un peu une sortie de route, parce que là, on a le gros match du milieu du show, un no holds barred entre Sheamus et Drew McIntyre, match d'Européens, match de frères ennemis, match de costauds. Et là, du coup, bah, tout est possible, hein. Voilà, sortie de route et sortie de piste. Drew McIntyre qui a un magnifique masque, enfin pas masque, magnifique peinture faciale bleu et blanc, là, à la Braveheart, l'Écosse, quoi. C'est Scottish. Sheamus, bon, il est juste roux, hein, il n'y a pas besoin d'autre chose, hein, voilà. C'est l'Irlande. Beaucoup d'action dans ce match, de 19 minutes 41 quand même. L'action du match commence beaucoup à l'extérieur du ring devant la table des commentateurs. Il y a Drew qui envoie deux belly-to-belly suplex. Ensuite, on va in-ring et les kendo sticks sont de sortie. Sheamus qui les utilise, il tabasse son adversaire. Mais l'Irlandais se fait cueillir par deux Glasgow Kiss, avec Samoa Joe là, qui est toujours à son habitude, qui Oh, give us a kiss! Boum! Allez hop, ça donne des coups. Drew McIntyre prend le kendo stick, il va même écraser l'œil de Sheamus, il a dû se croire dans un eye for an eye match. À l'extérieur du ring, Sheamus lui va utiliser les escaliers pour prendre l'avantage, il envoie son adversaire la tête dans l'escalier, il projette l'escalier à la gueule. On se met debout sur la table des commentateurs, Sheamus qui a l'air de tenter une sorte de... On sait pas trop ce qu'il a tenté sur Drew, mais il est contré, il est envoyé dehors sur les barricades.
ça part se taper dans l'arène. Alors il y a pas de public, mais ça part se taper, devant les caméras où on voit les visages des publics, hein, un petit peu comme, si vous vous souvenez, Kevin Owens et Roman Reigns au Royal Rumble. Et là, Sheamus est projeté et traverse un des écrans du public, qui s'écroule, ça explose. C'est beau une belle explosion, hein, quand même. Là, ça fume, il y a des étincelles. Du coup, Drew, en plus, il ramène Sheamus ringside. Alors là, c'est Drew, il déroule, hein, il le roue de coups, il le traîne, voilà, il le jette, il en fait un peu sa serpillière. Et puis, ben, par contre, Sheamus, lui, il va faire un étranglement des yeux à Drew. Il lui envoie un brogue kick qui fait passer Drew par-dessus la barricade. Il se met à gueuler que c'est lui qui devrait être dans le main event de WrestleMania. Il pointe du doigt le logo de WrestleMania. Il prend Drew McIntyre sur son dos, sur la table des commentateurs. Et là, enfin, on a le spot. White noise sur la table des commentateurs qui s'écroule, évidemment. Sheamus qui traîne Drew McIntyre au milieu du ring, qui apporte, on ne sait pas trop pourquoi, un morceau de la table qui a été brisé. Un morceau visiblement recouvert de métal, donc ça promet de faire mal. Sauf qu'il se fait cueillir par un Future Shock DDT pardon, de Drew McIntyre, qui lui envoie ensuite un Claymore. Et donc, bah, assez logiquement, de manière assez prévisible, Drew McIntyre l'emporte, mais au prix d'une belle bataille. Voilà, papy, encore troisième volet, hein, troisième match pour ces deux mecs. On a monté d'un cran, pari réussi, FUD réussi, Oh, alors, match réussi, match sans aucun réussi, doute. sans Sans aucun doute. aucun doute, et un match qui fait une rivalité qui est en apothéose avec ce match qui était vraiment super. Je pense qu'il y a rien à jeter, au match en lui-même. Ce qu'on pourra regretter, c'est le building qui aura été, foireux avec ce match-là, finalement qui était vendu comme n'ayant aucun intérêt. Vu qu'on savait déjà le programme de Drew McIntyre pour WrestleMania. Ils auraient même pu ne serait-ce mettre que poil de: «Ah oui, mais si Sheamus gagne, il sera inclus dans le match» ou j'en sais rien. Tu vois? Ah Juste oui, pour donner un peu d'intérêt, tu vois? Mais même pas, non, non, ils ont juste dit: «Bon, bah, ils se foutent sur la gueule, mais c'est comme ça, c'est gratuit». Bon, si on oublie, cette construction de foireuse pour ce match-là que j'ai déjà savaté, lors de la review de Raw, le voilà, match en lui-même, écoutez-la. je le trouve, hein? J'ai dit écoutez-la. Écoutez-la, bien sûr, ouais, vous avez, j'espère que vous serez d'accord avec moi. Ce match était, moi, je l'ai trouvé super, vraiment très, très, très dynamique. Tu as donné la durée ou pas du match? En entrée, ouais, 19 minutes 41. 19 minutes 48, donc 20 minutes, quoi. Qui passe vraiment, ultra, ultra vite. Je me suis même dit: «Oh putain, ils auraient pu remettre 5 minutes là, tellement c'était bien parti». Bon, je pense que quelque part, il se faisait tellement mal qu'il pouvait pas non plus durer, 107 ans, parce que c'était tellement stiff que c'était, bah, les corps étaient très marqués, quoi, à la fin du match, hein. Le Bluff Sheamus, j'ai l'impression qu'il allait se vider de son sang tellement il était ouvert, quoi. Un peu Sheamus, Heu, peau de rouquin, il marque vite, mais oui, quand même. c'est vrai, c'est ça, ouais, mais ouais. Mais bon, voilà, donc comme quoi il y a pas besoin de faire de blading pour, avoir de la violence, hein. Non. Heu Et les feux d'artifice et sont pas mal. et Vertigistant pas mal. Mais non, non, franchement, j'ai beaucoup aimé ce match-là. J'ai vu, passer un tweet de Chimus qui disait, que c'est leur, main event de WrestleMania qui est arrivé quelques semaines trop tôt. Je sais pas si ça sera vrai parce que j'aime bien aussi, Bobby Lashley, mais en tout cas, c'était, sans aucun doute, la grosse affiche, le grosse affiche de ce pay-per-view. Bah, ça aurait pas dépareillé en main event de pay-per-view et en affiche de WrestleMania, ouais, moi je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi sur tout ce qu'on avait dit à Raw sur la construction de cette feud qui est un peu, bah, vachement péjoratif pour le pauvre Sheamus qui sert un petit peu d'apéritif. J'ai eu cette lueur d'espoir là quand il a pointé le logo de WrestleMania et qu'il a dit: «C'est moi qui devrais être dans le main event». Voilà, il reste 3 semaines. Est-ce qu'il a pas gueulé un petit peu pour y foutre le nez? Mais bon, là il a perdu, de manière assez indiscutable. Donc ça paraît compliqué. Mais bah, au moins s'il aura pas eu ça pour WrestleMania, ils auront quand même eu une très belle affiche, un très beau match. Ils ont voilà, c'est des copains, on le sait. Ils ont respecté le truc, ils ont fait ça bien. C'est vrai que je suis un peu d'accord avec toi. J'ai trouvé le match très fort et la fin est arrivée un petit peu vite là, en fait, ils sont revenus sur le ring et ça allait, j'aurais presque aimé que Sheamus, se lève d'un Claymore et puis, en chope un deuxième un peu plus tard, mais, c'était quand même, heu, c'était quand même assez irréprochable, ouais. C'est bon boulot les mecs. Toi qui es un as des réseaux sociaux, je pense qu'il faudrait lancer un hashtag, un match pour Sheamus à Mania là, bon, Bah je m'en oui. fous qu'il batte pas contre, Drew McIntyre, mais moi je veux qu'il fasse un match à WrestleMania. Alors, on parlait tout à l'heure de Retribution, de sa fin en autre boudin. Et ben, si Sheamus pouvait avoir la bonne idée d'aller taper sur l'épaule de Riddle pour lui péter sa gueule, et ben, j'en serais ravi. Surtout qu'on a eu d'excellents, Sheamus Riddle,
en automne, je sais plus pour quelle occasion, là, pour des matchs de qualif ou je sais plus quoi. Pour les Euh, matchs de qualif, bah, à la limite non pas Elimination Chamber, c'était pourquoi? Ouais, tu as on raison, a, il y a eu ça, mais je sais plus ouais, pour quel, bah, peut-être pour les Survivor Series, je crois peut-être. Pour se qualifier peut-être, dans ouais. l'équipe de Survivor Series. Oui, tu dois avoir raison. Ça serait une bonne idée. J'aimerais bien lancer un hashtag, mais honnêtement, je pense, avec un WrestleMania en 2 soirs, que Sheamus, il va l'avoir son match, surtout vu cette perf de ce soir. Bah, Mais j'espère, hein. ouais, j'espère qu'il aura pas un match trop dégueu, effectivement, quoi. Qu'il sera pas au milieu d'une bataille Faudrait regarder ce royale. qu'il fait regarder ce qu'il fait depuis 6 mois là, depuis sa rivalité avec Jeff Hardy, je crois. Ouais, il fait. Je franchement, il y a très, très peu de choses à jeter sur ces matchs à Sheamus, hein. C'est Ah vraiment ouais, de l'excellent travail. je crois qu'il est dans une très grande forme. Effectivement, il a eu Keith Lee, il a eu pas mal de monde entre les pattes et il s'en est bien sorti à chaque fois. Ouais. Il Respect, a monsieur énormément Sheamus. jobé Ouais. et c'est plutôt bien fait. Ben, je lui souhaite, et c'est un peu la même physionomie que Kevin Owens en fait. Il a beaucoup donné de son corps et il a beaucoup perdu. Je lui souhaite une belle récompense en 2021 à un moment donné, ceinture, champion du monde peut-être, mais au moins champion quelque chose. Ouais, il mérite une petite heure de gloire là, le Sheamus. En tout cas, nous on le soutient. On le soutient, voilà, on est avec toi, Sheamus, si tu nous écoutes. Bah oui, toujours. Toujours. Allez, Intergender à la WWE, c'est parti. Mon kiki, Oh, mais je mais parle c'est d'intergender, et voici celui qui est le plus intergenre de nous tous. celui qui a pas de genre. C'est qui n'a pas de genre. J'ai cru un instant que c'était Alistair qui s'était encore barré ou Craig, mais non, c'est Tonton Chris qui arrive. Mesdames et messieurs, applaudissez Tonton Chris. Bang, bang, bang! Je suis là, en retard, comme d'habitude, mais le peuple de Ketchup me le pardonnera. Ah bah bien sûr, bien sûr. Mais écoute, t'arrives au parfait moment puisqu'on allait attaquer voilà l'intergender match. Toi qui es un grand fan de ça, qui aime ça dans les Lucha Underground ou autre. Voilà, Alexa Bliss va affronter Randy Orton. On est dans les starting blocks. Mais juste avant quand même, tonton, je veux ton avis sur le match de bourrin entre l'Irlandais et l'Écossais quand même. Je veux Ah ton oui. avis sur le bel homme. Ah, le bel homme, le dernier roi d'Écosse. Salut papy, salut Raphaël hier. Salut. Salut tonton et la vie sur le bel homme, la vie sur le grand rouquin, surtout le grand rouquin blanc. Quelle entrée, quelle entrée, quelle entrée. Que dire de ce match que j'ai kiffé ce match. D'entrée, je le dis tout de suite, hein, soyons clairs et nets. Mais alors la badassitude du Drew McIntyre au moment de son entrée est véritable, c'était quelque chose. Hein. Je trouve que le maquillage était très à propos. Le mode Braveheart, là, le Irlandais-Écosse, là, c'était quelque chose. Hein. Quel match! Et ils ont tout pété dans le Thunderdome, hein. Tout pété, quoi. Vince, il devait pas être content. Hein. Ça a dû coûter des sous, cette affaire. Hein. Mais quel match, quoi. Franchement, enfin, moi, du début à la fin, d'une violence, quoi. Mais alors, un truc, quand on pense les mecs qui se connaissent depuis 20 piges, ils ont tourné sur tous les circuits européens, du monde et tout, et ils se retrouvent comme ça dans un match finalement où il n'y a même pas de ceinture en jeu. C'était, ouais, je sais pas ce que vous en avez dit parce que je vous ai pas entendu parce que j'arrive vraiment en fracassant la porte du studio. Mais en tout cas, de mon côté, c'est du gros 4 étoiles qui tâche. Bon, on en a dit beaucoup de bien. Papy disait que certaines sources parlent même d'un main event de WrestleMania qui arrivait trop tôt. Est-ce que c'est ton opinion? Ça aurait dû être ça, un main event? Ouais, peut-être 20 jours trop tôt, peut-être, qui sait. Ouais. Mais même franchement, l'affiche les Bobby Lashley, Drew McIntyre, pour moi, elle a de la gueule, quoi. Mais un peu comme à SmackDown, et ben à Raw, finalement, un triple threat, ça aurait pas été fou, quoi, finalement, entre Lashley, Sheamus et Drew, quoi. Mais là, quand on voit la qualité dans un pay-per-view intermédiaire qui, au-delà de ça, a pas énormément de conséquences sur WrestleMania, c'est moins qu'on puisse dire, à 2-3 exceptions près. Mais franchement, là, comment ils ont délivré la marchandise, les deux Celtes, waouh, ça faisait plaisir. Ouais, bah tu rejoins notre avis. On a été bien content de ce match. Avant ça, on a eu un petit peu plus de mal. Alors, puisque tu arrives en cours, est-ce que tu veux nous dire un petit peu, tiens, ce qui s'est passé avant là? Est-ce que l'intercontinental match, Braun Ouais, ouais. Strowman, Rollins, tout Alors, ça? ouais, alors là, Braun Strowman, rien à foutre, quoi. La blessure archi méga fake de Shane, c'était tout pour Raph, ça. Donc voilà, bon, rien à dire en fait là-dessus. Ça, c'était vraiment. Ça va être pas loin du flop. Je spoil. Euh, alors le US match, en fait en pré-show, hein, grosse surprise. Donc Oui. j'imagine que Papy l'a pas vu. Et du coup, Papy a raté donc le split de Retribution. Donc ça y est, c'est parti, le split de Retribution.
août 2020, mars 2021, Rest in Peace Retribution. Riddle a conservé, aucune surprise pour moi, je l'avais mis dans les promos, donc voilà. Le Biggie Apollo Crews, c'était un bon petit match, malheureusement gâché par un finish tout pourri. Vraiment là, il y avait du botch là sur cette affaire et ça, enfin pour moi ça m'a, je fais non, comment on peut terminer un match comme ça quoi. Et après le tag team féminin, ouais, moyennasse, le tag team féminin. Bon, ça y est, en tout cas, je suis rassuré suite à différents reviews de SmackDown, de Raw, etc. J'espérais que Bianca et Sacha, elles allaient enfin passer à une affaire où elles allaient régler ça entre elles, toutes les deux, et c'est le cas. Donc ça me satisfait. Très bien. Et voilà, un petit mot sur Rollins Nakamura. Oui, Rollins Nakamura, c'était pas mal du tout aussi ça. Ah oui, ça j'ai bien aimé moi. Bon, c'était dommage finalement qu'on ait eu un petit peu, on en a presque un peu trop vu à SmackDown. Mais en tout cas, la qualité in-ring était là. Cesaro est dans la ligne de mire. Donc, tout ça me satisfait. Ok, très bien. Mais voilà, t'es à jour, tonton. Voilà. T'as Bravo, vu un peu en 2 minutes, là. Bam, 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 bam. Très bien. Eh ben écoute, tout le monde est à jour, tout le monde est prêt pour partir vers autre chose. Le fameux intergender match dont je parle depuis tout à l'heure. Donc Alexa Bliss qui avait défié Randy Orton et Randy Orton qui avait accepté. Randy Orton, ça fait 3 mois, hein, le pauvre, 2 ou 3 mois, qu'à chaque fois il croit qu'il va avoir un match normal. Il est bien naïf, le pauvre Randy Orton. Il arrive, il y a sa musique, il se met sur le turnbuckle, là, il parade avec sa prise qu'on connaît tous, là où il étale grand les bras, et puis tout d'un coup, ah bah mince, il a mal digéré, on sait pas trop quoi, et il se met à vomir du pétrole en plein milieu du ring. C'est dégueulasse, il va même chercher une serviette pour s'essuyer la boubouche. Alexa Bliss en profite pour arriver et pour déclencher la lumière qui sera l'ambiance du match, un peu comme Sin Cara à l'époque, sauf que là c'est du rose mauve pourpre sombre. Et puis à peine le match commence, il y a des flammes qui jaillissent autour d'Alexa Bliss. Randy Orton il charge la jeune femme parce que quand même il est méchant, mais hop, elle l'évite, il prend le poteau. Alexa Bliss, elle regarde le plafond et elle arrive en regardant le plafond à faire tomber des projecteurs qui ont failli tuer le pauvre Randy Orton. Donc voilà, Randy Orton il lui tourne un petit peu autour, Alexa Bliss elle l'évite, elle fait voilà, ça joue un peu au jeu à chat et à la souris, là, Tom et Jerry. Elle l'invite à monter sur le ring, elle utilise la première corde un peu comme une balançoire. Bon, Alexa Bliss évidemment elle est maquillée un peu façon The Field. Et puis là, elle tire sur Randy Orton une de ses fameuses boules de feu dans les yeux. Et Randy Orton, il a très mal, mais un peu moins que d'habitude, il a quand même réussi à l'éviter. Sauf qu'à ce moment-là, le ring s'ouvre par le dessous. Une main brûlée au 4e, 5e, 8e degré apparaît, une main infernale, effrayante, qui attrape la botte de Randy Orton. Et tout un corps apparaît, un corps brûlé, martyrisé, scarifié. C'est The Fiend qui débarque. Le Fiend est là. Et le Fiend, il colle une Sister Abigail à Randy Orton. Et Alexa Bliss fait le tomber parce que, chose curieuse, hein, à partir du moment où le match a commencé, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a plus un seul arbitre sur le ring. Mais par contre, là, l'arbitre est venu faire un tombé discret puis il s'est cassé très vite. Donc en 4 minutes 38, relativement court, Alexa Bliss a battu Randy Orton, dis donc. Ça paraît incroyable de dire ça comme ça, mais en tout cas, ce qu'on avait un peu présagé dans nos analyses en weekly est arrivé. Le Fiend est de retour. Il n'a pas trouvé la biafine, mais par contre, il a l'air de vouloir en découdre. Tonton, résultat, match surprenant, toi qui aimes bien les boules de feu et toutes ces performances-là, ça t'a plu? T'as décidé que j'aimais tout, moi, ce soir. J'aime l'intergender, j'aime les boules de feu. Ah, l'intergender, tu nous l'as dit, au catch mexicain. Les boules de feu, Ah, ça, j'en rajoute. Au catch mexicain. Et écoute, moi, j'ai été interloqué pendant, on va dire, les 2-3 premières minutes. Ouais, toute l'affaire justement des boules de feu, du machin. Alors, Randy Orton, il crache à nouveau du pétrole. Alors, Randy Orton, finalement, il a une maladie qui est à mi-chemin entre le Covid et la peste noire. Donc, on va dire qu'il est atteint d'un Covid noir. Et visiblement. Variant mauvais, là. Ouais, un variant très, 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 très négatif. Visiblement, c'était pas ça, quoi. Donc, écoute, je te déroule là sur l'ensemble du match parce que je sais pas où vous en étiez en fait avec l'intergender. Vous aviez déjà commencé ou? Non, on n'avait pas commencé. Ah, vous n'aviez pas commencé, excusez-moi. Ok, d'accord. Du coup, ouais. En fait, les 2-3 premières minutes, je me suis un peu dit, oh, merde, ça va être chiant ce truc là. Ça va être super chiant là. Qu'est-ce qui va se passer là?
et puis qu'elle nous refasse le coup de je balance de la boule de feu. Et puis, bah, voilà, cette sortie du film sous le ring. Et puis ce finish dans Purple Rain. Je sais pas, c'est bizarre, je suis mitigé en fait. Sur un certain plan, je trouve très réussi visuellement le film, là, en grand brûlé, un masque complètement destroy. Moi, je suis plutôt preneur. Je trouve que c'est assez cohérent avec ce qui s'est passé auparavant. Donc, finalement, c'est pas mal. Est-ce que c'est pas trop tôt? On en a parlé avec Papy pendant la review de SmackDown. Allez l'écouter. Et tu voulais pas le voir, toi, hein? Ouais, moi, je voulais pas le voir. Et puis, bah, là, je reconnais que finalement, ça a été très, très fugace. Et ça m'a pas dérangé plus que ça. Et ça a sauvé les premières minutes qui vraiment m'ont vraiment laissé un peu pantois. Et du coup, bah, j'en ai un avis un peu mitigé de ce segment. Bah, Papy a peut-être un avis plus tranché. Ouais, en fait, non, c'est un tranché dans la mitigation. C'est pareil, en fait. En fait, moi, j'ai un souci, en fait, que je commence petit à petit À à comprendre. visualiser. Et mon souci s'appelle Alexa Bliss, en fait. C'est que depuis qu'elle est en rivalité avec Randy Orton, qu'elle a pris la place du film, eh ben, c'est devenu super chiant. Et dès qu'elle est dans le ring avec lui, bah, c'est chiant parce qu'en fait, quand ils peuvent pas vraiment catcher ensemble, bah, c'est tout le temps des plans des montages foireux. Tu filmes l'un, tu filmes l'autre, tu filmes l'un, tu filmes l'autre, il apparaît, il disparaît, etc. Et j'aime pas ça du tout, en fait. Et donc, quelque part, je suis un peu soulagé que le film revienne parce que du coup, il va reprendre les choses en main et bah, ils vont peut-être vraiment y avoir d'impact entre les deux. Ils vont vraiment pouvoir se toucher, quoi, tu vois, mine de rien. Tandis qu'avec ça, comme c'est que de l'évitement et que c'est que des montages foireux, bon, là, elle a pas changé de tenue, c'est déjà ça. Mais ouais, c'est marrant parce que pourtant, moi, j'étais super heureux qu'Alexa Bliss rejoigne la Firefly Funhouse et tous ces trucs-là parce que je trouvais qu'elle s'intégrait vachement dans le truc. Mais alors, une fois que le film a disparu et qu'elle a pris le lead sur l'affaire, bah, c'est devenu chiant en fait. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Et donc, bah, c'est un soulagement de voir le film revenu, mais bah, du coup, le reste du match, bah, j'ai trouvé ça chiant. Ok, bah écoute, moi je suis un peu mitigé aussi, hein, on est tous, je pense qu'on est tous un peu perplexes. Là où je rejoins Tonton, et je pense que ça aurait pu être bien pire. Dans l'exécution, j'avais un peu peur, hein, du retour du film, de comment ils allaient pouvoir faire revenir un mec qui a été brûlé vif sous nos yeux. J'ai trouvé effectivement une grande réussite dans le visuel. Enfin, ouais, cette main décharnée, enfin voilà, il est grand brûlé, quoi, et c'est réussi. Et je regrettais énormément qu'ils n'avaient pas joué cette storyline-là pour Orton, là, quand il avait le fameux Mm. Orton grand brûlé masqué. Ça avait duré une semaine et c'était dommage. Mais là, il y a un truc, là. En tout cas, ce soir-là, le retour du film, c'était presque soft, et c'est ça que je trouve bien. C'est-à-dire, j'avais peur, comme toi, Papy, que Alexa Bliss, ça nous fasse le coup du ah, je change de tenue, je redeviens la petite Alexa Bliss, pom-pom girl, et puis je redisparais, et puis les écrans qui font qui s'éteignent petit à petit. Finalement, je me suis moins fait chier que vous, peut-être. Enfin, j'ai trouvé ça assez court quand même. On est arrivé vite à la fin, quoi. 4 minutes. Après, bon, c'est sûr que c'est toujours les trucs, voilà, projecteurs qui tombent sur la gueule de Randy Orton, c'était un peu moyen. Puis globalement, la feud, en fait, pour dire ce qui est, c'est la feud qui a été beaucoup trop longue, hein. Ils ont dû décider que, je sais pas pourquoi, ils ont décidé qu'on foutait le feu à TLC et puis qu'on le faisait revenir qu'avant Mania, ce qui fait que, en fait, moi, j'aimais bien Alexa Bliss comme toi en sidekick dans la Firefly Funhouse. Je l'aimais bien sur un premier segment ou deux. Là, il y avait celui où elle envoie la boule de feu, je crois, où elle est toute habillée en noir, en mariée, en deuil. Enfin, il y avait un truc de tristesse infinie dans son personnage. Mais après, ça aurait pas dû durer 2 mois, quoi, où elle apparaît, elle disparaît, elle fait mine de brûler, elle brûle pas. Et puis Randy Orton, qui, encore une fois, pour moi, avait vraiment le rôle du couillon, qui toutes les semaines arrive, ouais, j'ai un match contre Jay Styles, ok, ouais, j'ai ci, j'ai ça, ouais. Non, tout va bien se passer, pourquoi? Et puis finir par vomir effectivement le co-Randy, le variandy Orton, là, ou je sais pas comment on peut l'appeler, mais donc on va passer à du catch. Ouais, c'est le benet, Randy le benet. Un peu, il y a une telle inversion par rapport à l'époque où c'est lui qui foutait le feu à la maison de Bray Wyatt et tout, que il me déçoit un peu la Orton sur ce coup-là. Mais on va enfin pouvoir passer à autre chose. Je suis content, comme l'a dit Papy, on va arrêter d'avoir Alexa Bliss qui fait juste des coucous et des apparitions sur le Titantron, ou qui disparaît et qui réapparaît. Voilà, on a un peu de la viande qui revient, même si la viande est un peu à point, un peu saignante, mais ça devrait enfin se mettre sur la gueule un peu plus. Par contre, après, voilà où je suis très intrigué, c'était tellement un climax
cette combustion du Fiend et que je vois ce qu'ils vont pouvoir nous inventer comme match après ça, quoi. Buried Ouais. Alive, ouais, un truc comme ça. Ouais, peut-être. Ouais, ça c'est la grande question. C'est quelle va être la stipulation à WrestleMania, quoi. C'est vraiment. Parce que là, il est temps d'en finir, quoi, de cette histoire. Ah bah il faudra bien qu'ils en finissent un jour ou l'autre, parce que de toute façon il faudra bien aussi que Orton, comme le film d'ailleurs, aille un peu sur d'autres programmes, quoi, parce que Mais ça ouais. commence. Mm. Elle est longue cette rivalité entre Orton et le Fiend. Et souvent on se plaint d'ailleurs des fois que ça c'est trop court, etc. Mais là, pour le coup, on peut pas dire. Là, on est vraiment dans une rivalité au long cours. Ah bah ça, oui. Je sais même plus sur quoi ça a commencé tout ça. Bah, je crois que c'est dès que le Fiend a rejoint Raw, il a quasiment directement jeté ses yeux sur Orton, je crois. Oui, c'est ça. Bah, Il me semble, hein. et Orton est devenu champion quasiment au même moment. Ça doit être à l'Innocell, là, par là, ouais. Ouais. Et t'as Alexa Bliss qui le croise avec un regard bizarre, et puis derrière, ça a directement enchaîné, quoi, en fait. Ça commence à faire long. Ben voilà, on verra bien ce qu'on aura à WrestleMania entre ces deux hommes, enfin, puisque là, ça va repartir un peu dans de la virilité violente. Et, Espérons. Alexa Bliss, on verra. Peut-être face à Asuka, je ne sais pas. On verra. Oh, non, Non. on arrête les Non, frais. mais il faudra qu'on la libère aussi, Alexa Bliss, qui ait une storyline, quoi, qu'elle redevienne un peu qui elle était quand même. Bah, je pense qu'il y aura une storyline de désenvoûtement ou une connerie comme ça, mais je pense pas que ça sera pour tout de suite, hein. Une storyline de désenvoûtement. On fait du vaudou catch. Tu sais, elle va la tête qui tourne, elle va vomir partout, ça va être magnifique. Non, mais ça y est, moi je sais, Rhea Ripley, là, le Nightmare, elle arrive, elle décide un pentacle, elle fout Alexa Bliss, et puis hop, elle la libère. Puis à son copine, elles vont gagner le titre tag team. Allez, on y croit. Voilà. Non, j'avais dit de Iconic Nightmare pour la tag team entre Rhea Ripley et Billie Kay, mais là, ça serait je sais pas moi, de Little Miss Nightmare ou un truc du genre. C'est sympa de trouver des noms des tag teams féminines, j'aime bien. Puis après, elle sera avec Lana, sa phrase de Ravishing Nightmare, et ça sera formidable. C'est beau, on voit que tu as des passions dans la vie, hein. Voilà, on passe au main event. Et alors là, quel main event? Le champion universel Edge, n'importe quoi. Le champion universel Roman Spoiler. Reigns. Spoiler. Le champion universel Roman Reigns affronte Daniel Bryan et avec un special enforcer, donc une sorte d'arbitre de touche, hein, qui va compter les Arbitre hors-jeux, remplaçant. qui s'appelle Edge et qui lui n'a pas mis un petit t-shirt rayé noir et blanc là, il garde son t-shirt qu'il faut vendre, hein, merchandising, tout ça. Donc, on est parti pour une affiche là. On avait du suspense, on hésitait quand même. Daniel Bryan, ce qui va pouvoir à dernier moment s'infiltrer dans tout ça. En tout cas, à ma grande surprise, Daniel Bryan, il a commencé le match comme quand il affrontait Lesnar en petit con, mais qui tourne autour là, en moucheron chiant, qui envoie des petits coups de pied, et qui tente des soumissions, qui passe des torsions de bras, tout ça, qui envoie quelques kicks, et puis après, bon, Roman Reigns, il roule dessus, hein, comme avait fait Lesnar, il l'attrape, power slam, souplesse, il le roue de coups au sol comme il fait, il l'envoie dans le poteau à l'extérieur du ring, Dans le poteau. voilà, il le détruit, puis il parle, Roman Reigns, comme d'hab, là, il nous refait son délire, acknowledge me, genre, reconnais-moi, Tribal King, tout ça, Paul Heyman qui rajoute un petit peu. Puis Daniel Bryan se réveille, il envoie une série de kicks, de drop kicks, il part en sorte de flying elbow là, et puis tout d'un coup ils sont tous les deux au sol, il y a eu un gros choc. On part, Roman Reigns roule à l'extérieur du ring, Daniel Bryan part en suicide dive, il envoie Roman Reigns dans le poteau à nouveau à l'extérieur du ring. Il lui fait un missile dropkick dans les cordes, dans le ring, donc ça fait near fall, simplement 2, mais Paul Heyman commence à se dire voilà, ça sent pas bon. Il y a une série de yes kicks que j'ai trouvé magnifique. Je crois que Roman Reigns a été le meilleur seller des yes kicks parce qu'il a essayé de se relever et puis prenait un kick, il retombait à genoux, il réessayait de se relever, il reprenait un yes kick. C'était très beau, très bien joué. Roman Reigns ensuite s'acharne dans le coin, il tabasse Daniel Bryan dans les cordes, donc l'arbitre il râle un peu, il fait 1, 2, 3, 4, non arrêtez, arrêtez à nouveau. Et tout d'un coup yes lock, hop, Daniel Bryan qui place son yes lock, très long yes lock, il le tire même au milieu du ring. Roman Reigns réussit à renverser la prise pour faire un power bomb, et là l'arbitre a la magnifique idée de faire une sorte de, comment on peut appeler ça, à la queue leu avec Roman Reigns. Il se met juste derrière Roman Reigns, sauf que du coup, Daniel Bryan qui part pour un high running knee, et Roman Reigns évite, et bam, croyez-le pas les amis, si c'était pas incroyable ça, ref bump, boum. Alors dis donc,
Bien exécuté, moi j'ai trouvé. J'ai trouvé Ah, l'arbitre super bon. l'arbitre a magnifiquement scellé, hein. Ah putain, alors moi j'ai pas été concentré sur le sel, désolé, j'ai juste vu que l'arbitre, ça faisait 5 secondes qu'il était derrière Roman Reigns. Et je me suis dit, non, là on le voit venir. Mais après il a pris cher, ouais. Donc du coup, ben voilà quoi, ref bump. Roman Reigns en profite pour faire un spear sur Daniel Bryan, sauf que il y a pas d'arbitre, mais ici il y a Edge qui monte sur le ring et qui fait le tomber 1, et ça fait simplement 2. Puis Daniel Bryan il place un triangle, puis un yes lock très violent, il envoie des coups de coude pour finir son yes lock, donc Roman Reigns il prend vraiment cher. Sauf que Jey Uso débarque. Jey Uso il envoie un gros kick à Edge, il envoie un kick à Daniel Bryan, il envoie Edge dans le poteau, il sort, il prend une chaise, mais quand il revient sur le ring, il prend le running knee de Daniel Bryan, qui le tabasse un petit peu avec une chaise. Il s'élance pour envoyer un coup de chaise à Roman Reigns, le Daniel Bryan. Sauf que hop, Roman Reigns, encore une fois, il évite. Et du coup, bam, deuxième arbitre qui prend un coup. Sauf que ce coup-ci, c'est Edge qui se fait taper par la chaise de Daniel Bryan. Roman Reigns tente un spear qui est évité. Daniel Bryan repasse une énième yes lock. Et Roman Reigns, il tap out. Il s'évanouit. Là, il a très bien scellé, je trouve, l'évanouissement. Sauf que personne ne voit tap out. Enfin, si, le monde entier, les caméras du monde entier, mais il n'y a aucun arbitre officiel qui les voit tap out. Et donc, le match continue. Et Edge, il prend une chaise, il tape sur tout le monde, parce que c'est l'arbitre, il a le droit. Il fout des coups de chaise à tout le monde et il s'en va. Et donc, du coup, il y a un nouvel arbitre, un troisième arbitre qui arrive. Puis en fait, il se passe rien. C'est-à-dire, Roman Reigns va juste se coucher sur Daniel Bryan et obtient le tombé. Donc, ce coup-ci, il gagne. D'après mes sources qui s'appellent le site cagematch.net, d'après 30 minutes 0-0, tout pile, et Ouais. Roman Reigns l'emporte, donc un long main event, overbooking comme on pouvait s'y attendre avec l'ami Edge dans les parages. Je sais pas si on pouvait s'attendre à ça, mais Papy, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Toi qui hésitais un peu, hein, Daniel Bryan, il te faisait croire qu'il était presque capable de piquer le titre. Est-ce que tu y as cru dans ce match? Est-ce que tu as frissonné? Ou non, j'ai pas frissonné, en Non. fait. Non, non, j'ai pas frissonné parce que 30 minutes, c'est long 30 minutes, hein. C'est long surtout à ce rythme-là, en fait. Tu vois, les 30 minutes au rythme Sheamus, Drew McIntyre, je les aurais pris sans sourciller. Là, sincèrement, il y a des moments, je regardais la montre, comme je disais: «Putain, mais ils vont jamais en finir de ce match-là?» C'était moyen, voilà, j'ai trouvé ça moyen comme, rivalité. Ça avait pas trop d'intensité, effectivement, sauf à la fin avec l'enchaînement des Yes Lock, effectivement, il y a eu un peu plus comme de trucs. Alors tout le début, c'était chiant comme la pluie. À un moment, j'ai même cru que j'allais dormir telle une marmotte qui est en train d'hiberner. Mais non, non, Ah, j'ai résisté jusqu'au bout. Et puis, par contre, je suis un peu perplexe, quoi, par le finish. Parce que là, Edge, il reste face après ça. Ah, Il ah. va arriver à Mania, je suis pas sûr qu'il il va pas être soutenu à Mania et Reigns non plus. Donc, du coup, je vois pas comment Ouais. maintenant tu peux faire pour ne pas prendre Bryan à Mania, tu vois. Donc, en plus, il a fait taper Reigns. Donc, je suis perplexe avec ce finish. tonton, t'as la clé de l'énigme? J'ai peut-être la clé de l'énigme. Alors, Ah, réponds alors. sur le match en lui-même, effectivement, 30 minutes, c'était long. Et effectivement, ça pouvait apparaître encore plus long parce qu'ils ont beaucoup actionné les leviers des soumissions, quoi. Et le Ouais. yes lock en particulier, le yes lock, ça a duré un très long moment. Et ça a été peut-être un peu raté à mon avis à ce niveau-là. Ils n'ont pas retrouvé le rythme qu'il y avait eu entre Roman Reigns et Bryan il y a quelques années. Je ne sais plus dans quel pay-per-view où ils avaient sorti un match dantesque. Là, c'était un Un peu Fastlane aussi. c'était un Fastlane aussi, hein, il me semble bien. Hein. Je crois d'ailleurs que Fastlane, ça réussit bien Roman Reigns parce qu'il est à 5-0 pour l'instant dans les Fastlane. Oh. Invaincu dans les Fastlane, le Roman Reigns. Et mais j'ai quand même bien aimé le match, quoi, malgré tout. Quoi. Moi, j'ai trouvé que les mecs vendaient super bien le truc et tout ça. Et concernant la théorie, puisqu'il faut une théorie et que j'en ai une, écoutez, c'est simple. Hein. Ah bah Gunners, voilà. voilà, WrestleMania 30. Batista gagne le Rumble. Batista heel turn pendant la road to WrestleMania. Daniel Bryan est ajouté au match de WrestleMania et est le seul face du match. Edge 2021 gagne le Rumble. Il turn au cours de la road to WrestleMania et certainement que Daniel Bryan est ajouté au match et sera le seul face du main event. Je pense qu'on a tout simplement repris les copies des scripts des Raw et des SmackDown de 2014 et puis que là, parce que là, ça tourne dans tous les sens, la WWE fait quasiment plus mystère que malgré la défaite de Daniel Bryan, il va être ajouté
grâce au heel turn de Edge, il va être ajouté au match. Vous voyez une autre issue là? Ah non, moi j'ai tourné le poing dans tous les sens, j'ai pas trouvé d'autre solution en fait. Parce qu'en plus, il y a aucun face qui se les. Tu vois, si Kevin Owens n'était pas reparti sur sa misaine, j'aurais dit bah tiens, c'est peut-être le moment de le ressortir, tu vois. Et là, bah non, en plus, il a envoyé sur sa misaine, donc je vois pas comment ça peut. Brian peut échapper à ça, et bah je sais pas si je suis content en fait. Moi, je suis content dans le sens où j'étais pas forcément même si je comprenais l'idée du Spear versus Spear là, les le le Edge en solo me faisait un petit peu peur et moi je trouvais enfin je trouve toujours qu'il y a possibilité d'avoir pour le coup un excellent match et une très bonne dynamique en triple threat. Par contre, tu fais écho à 2014, c'est pas non plus tout à fait la même circonstance, hein. Edge a pas pris des sauts de merde en revenant et a pas Non, non. été Ah, poussé parce à qu'il y a ça personne. parce qu'il y avait S'il y avait du personne. monde, ça serait Peut-être, peut-être le cas, hein, franchement. peut-être, mais par contre, j'ai du mal à voir. Je sais pas quelle sera l'issue d'un hypothétique triple threat, mais ça sera pas la même histoire, quoi. Ça sera pas le Daniel Bah, Bryan j'espère pas en fait, qui est franchement. sûr. Ouais, j'espère pas. Moi, j'ai bien aimé le match quand même, et enfin, je suis vraiment depuis qu'il est heel, un gros fan de Roman Reigns qui arrive à, je trouve, tout jouer là, la violence, le désarroi là quand il est pris dans les prises de soumission. Par contre, ouais, je m'attendais pas à ça et je suis un peu déçu de Edge, ouais. Déjà que j'imaginais beaucoup plus actif sur tout le début du match parce que normalement, enfin, dans mes souvenirs, un guest enforcer, il est un peu là, il fait un peu la police aussi, il peut un peu parler à l'autre arbitre, il peut, par exemple, inciter à faire le décompte dans les cordes ou ce genre de choses. Et il a été très très transparent jusqu'à ce qu'il y ait le ref bump. Et ensuite, j'ai trouvé ça pas très clair, un peu bordélique en fait, parce que du coup, ça devient un arbitre, mais par exemple, il prend un coup de chaise, mais bon, bah, il sonne pas de disqualification de Bryan, par Mmh, exemple. c'est Et vrai. puis, et puis moi, en fait, ce qui m'a énormément dérangé, parce que dans le match, très honnêtement, j'y ai cru, hein, parfois. À plusieurs reprises, j'ai failli croire à la victoire de Daniel Bryan. Et pour moi, Edge a fait une grosse faute en se barrant, en fait. Au moment où il tape tout le monde et il se barre, c'est fini, quoi. Je vous dis, il se passera plus, il va pas y avoir une espèce de gros choc surprise avec la victoire de Bryan. Donc, une fois que Edge avait tapé tout le monde, alors du coup, est-ce qu'il est heel ou pas? Il tape Reigns, il tape Bryan, il tape tout le monde. Mais pour moi, le show s'est fini un peu à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé puisque le tombé, le pin derrière est totalement anecdotique. Donc ça m'a un peu déçu. Ouais, est-ce que finalement, voilà, les deux mecs se sont mis sur la gueule quand même vachement violent pendant une demi-heure, mais Edge a un peu tiré la couverture à lui. Donc c'est vrai qu'il m'a paru heal, mais là j'aurais du mal à, sur juste ce soir-là, j'aurais du mal à mettre ma main à couper sur les alignements. Par contre, on peut pas, à mon sens, faire sans Bryan à WrestleMania parce que Roman Reigns a tapé devant des millions de téléspectateurs. Il a tap out, quoi. Donc Ouais, et ça me choque pas tant que ça en fait le tap out, tu vois? non, C'est non, pour moi non plus. pour une, mais c'est plus le fait que, Edge ait tapé, mais surtout en fait qu'il a gueulé en disant: it's mine», genre, c'est à moi d'être à l'affiche de WrestleMania, tu sais, le genre la crise d'ego, tu vois? Donc c'est plutôt Ouais. ça moi qui me fait penser qu'il bascule du mauvais côté de la force, et mathématiquement du coup, bah, je remets Bryan dans l'équation, quoi. Ouais. Voilà, bon ben on a décrit ce Fastlane, donc c'est le dernier pay-per-view avant WrestleMania, avant WrestleMania en 2 soirs, donc bah voilà, on avance, hein, un pay-per-view pas mal storyliné qui va sûrement nous confirmer une bonne partie de la carte. Tonton Chris, ah oui, Tonton Chris, t'es prêt? Ouais, je suis prêt, moi, quand vous voulez. Top, flop, note, pardon. Eh ben Top, écoute, le flop, mot de top. la fin, tu vas pouvoir nous en dire plus, puis revenir un peu sur ce pay-per-view, puisque tu es arrivé en cours de route, en défonçant la porte du studio, qui avait déjà été bien abîmé par les coups de Sheamus là, et de Drew McIntyre. T'as profité de l'ouverture, et ben voilà, je t'écoute pour le mot de la fin de End of Fastlane. Ah bah écoute, sans surprise, mon flop, moi, il va aller à Braun Strowman, Shane McMahon et Elias, quoi. Vraiment, ça, c'était vraiment le truc totalement inutile. Moi, je pensais même qu'il aurait même pas lieu, en fait, ce segment-là, au final. Donc ça a eu lieu. Shane McMahon, bah, il mérite un Razzie, c'est les Razzie Awards, qu'ils appellent ça, les Américains, pour les plus mauvais acteurs.
Moi, c'était vraiment trop nul, quoi. Vraiment, vraiment trop, 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 trop mauvais. J'ai vraiment pas adhéré une seule seconde à ce truc du début à la fin. Allez hop, à la poubelle. Ouah, et puis j'ai envie de dire que mon top, ça va pas être une grande surprise non plus, puisque mon top, je vais le donner au match entre Drew McIntyre et Sheamus. Voilà, un no holds barred, des familles à l'ancienne, old school, entre Celtes. C'était un très bon match, un des meilleurs matchs depuis le début de l'année 2021. Pourtant, ils s'étaient déjà affrontés à Raw, mais là, on est passé à un degré au-dessus en termes de violence, et c'était vraiment top. Et puis, ma note, eh ben, écoute, pour moi, c'était un pay-per-view intermédiaire, hein, comme je l'ai dit, et qui sert pas à grand-chose, à vrai dire. Pour moi, Fastlane, ça fait partie des 1 ou 2 pay-per-view qui sont de trop sur l'année. Et on aurait très bien pu, ce qu'ils ont plus ou moins booké ou ce qu'ils nous ont présenté pendant ce pay-per-view, on aurait très bien pu le faire pendant des weekly. Et ça donnerait peut-être un peu plus d'énergie aux weekly, en particulier à Raw. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc écoute, c'était pas mal. J'étais pas extasié, quoi. Et puis c'était quand même, je vais terminer là-dessus, c'était quand même archi méga prévisible. Quand je vois le nombre de perfects qui ont été réalisés sur les pronostics, que ce soit sur les codes Twitter ou que ce soit dans le Discord, je suis ébahi, quoi. Rarement on aura vu autant des perfects ou aller des perfects -1 se balader comme ça sur notre Discord. Donc vraiment, vraiment aucune surprise. Donc ça manquait cruellement de suspense, quoi. Donc moi je vais lui mettre un, voilà, c'était moyennas plus, je vais lui mettre un 2,75 à ce Fastlane. Ah, quand même, pas une très mauvaise note. Papy, je crois qu'il avait préparé depuis longtemps ses scores pour une fois. Donc il va pouvoir nous lire, Papy. Exactement, Fichier j'ai tout Excel. préparé. J'ai fait mon petit fichier Excel parce que comme j'ai tendance à oublier les pay-per-views d'avance et je me suis dit: «Cette année, je vais pas me faire avoir», donc j'ai tout noté et j'ai déjà préparé mon fichier. Donc alors c'est drôle parce qu'en fait, pour la note, j'ai la même que tonton, mais moi c'est un 2,75 en disant que c'est mon meilleur pay-per-view de l'année 2021 pour l'instant. Ah, carrément. Et je lui mets un 2,75 quand même, parce que je l'ai trouvé moyen plus aussi effectivement. Il y a un gros match qui remonte vachement la note pour moi, c'est le Sheamus contre McIntyre qui prend mon top sans aucune hésitation possible. Il est vraiment très, très au-dessus. Le reste, c'est assez moyen, voire parfois sans intérêt, comme, le disait tonton. Donc voilà, donc je suis plutôt satisfait, de ce pay-per-view mine de rien. Je voulais dire un truc que j'ai zappé, c'est pas grave, mais du coup, je vais partir directement sur le flop. Mon flop, c'est je vais le donner à moi, comme j'ai dit, enfin, ça va pas être dans les sols, Braun Strowman et Elias. À la limite, je préfère Elias dans le ring que Shane McMahon. Et donc du coup, je le donne à Alexa Bliss, moi, mon flop, enfin, le match contre Randy Orton que j'ai trouvé, bah, chiant comme d'hab. Je suis content que le Finn revienne et j'espère que ça va nous permettre d'arrêter ces pseudo-matchs où Orton, se rend pas compte qu'il va se faire attaquer. Il est temps d'en finir et donc pour une dernière fois, je l'espère, je leur donne mon flop. À noter cependant que vu du coup que je fais, comme tu l'as dit, Raphaël, mes fichiers Excel, je remarque, n'empêche que depuis le début de l'année, eh ben, Roman Reigns, je suis pas très satisfait de ses performances en pay-per-view et donc j'espère qu'il va se réveiller pour WrestleMania parce que pour l'instant, il fait un bien mauvais début d'année, je trouve, Roman Reigns en pay-per-view. Donc Oh, qu'il t'es se remette sévère. d'écart. Oui, je suis sévère, hein, mais je suis comme ça. À l'opposé de Sheamus, hein, qui est mon top depuis le début d'année. Là, par contre, Ah, voilà. je touche les étoiles, Sheamus. Juste devant Très, le Drew. très bien. Bah, alors, moi, je trouve gentil sur les notes. Moi, j'ai mis plus sévère parce que je me suis fait chier longtemps, en fait. C'est ça qui. Il y a eu un mauvais. Peut-être une très mauvaise gestion de la carte. Peut-être que Rollins Nakamura, par exemple, ils auraient pu faire l'opener, les copains. Parce que le Women Tag Team, c'était du niveau d'un weekly. Biggie Apollo, j'ai bien aimé pendant 3 minutes, mais ça a duré trop court. Braun, bon, bah, c'était un peu nul, effectivement. Ouais, pour moi, ça a mis beaucoup de temps à démarrer et j'ai pas quitté cette impression que, putain, la majorité du pay-per-view, on s'est un peu fait chier. Rollins Nakamura m'a un petit peu réveillé. Drew McIntyre, Sheamus. Évidemment, pour moi aussi, c'est le match de la soirée. Le film, pour moi, c'est même pas un match, en fait, c'est un segment. C'est un segment comme on a eu un peu trop souvent à Raw d'ailleurs. Donc pour moi, il y a vraiment que, ouais, il y a un match qui est très bon, un main event qui a eu beaucoup d'intensité quand même. Moi, je suis plutôt content de Roman Reigns. Alors évidemment, au Rumble, il a raté un petit peu le coup des clés dans le cadenas, mais sinon, c'était quand même du costaud là avec Kevin Owens. Et, euh, et puis bon, ouais, ok, à Elimination Chamber, il a pas fait grand chose, mais non, j'aime bien moi Roman Reigns. J'ai bien aimé
Daniel Bryan sur la fin, qui a vraiment mis tout son corps et toute son énergie là-dedans. Mais quand même, moi j'ai mis un 2. J'ai mis simplement 2. J'ai pas trouvé que ça mérite. C'est dur. Ouais, mais je trouve que globalement, ça mérite pas tout à fait la moyenne, quoi. C'est hyper prévisible, comme l'a dit Tonton, et prévisible et mauvais, parce qu'il y a des trucs prévisibles qui sont bien, des fois. Mais là, bon, bah, par exemple, voilà, les filles en intro, là, où Shane qui évite le match par un espèce de truc pourri. Ouais, non, moi je mets 2. Je suis dur, mais je mets 2. Je mets mon top bah, ouais, aux Européens, hein. L'Europe d'abord, l'Union Européenne, voilà, l'Écosse. Et l'Écosse indépendante, s'il vous plaît. Et puis le flop, bah, j'avais noté Braun ou le finisher d'Apollo Crews. On va mettre le finisher de l'Intercontinental. Ça va Ouais, partir des flops, c'est bien. je reviens sur la note quand même, c'est que si je mets un peu plus de moyens, un peu plus de 2,75, c'est parce que quand même, moi j'ai trouvé qu'il y avait eu vraiment des bons matchs de catch, quoi. Le Apollo Biggie, c'est dommage hein, qu'il soit gâché par vraiment un finish tout péraf parce que c'était un bon combat. Et Ouais. il y a quand même 30 minutes de main event, tout ça, quoi. Donc moi, finalement, la note baisse parce que justement, c'était ce manque de suspense et tout ça. Mais je pense qu'au niveau catch, je trouve que les mecs et les nanas nous ont produit un truc quand même plutôt de bonne qualité, quoi. Ça s'est quand même sorti un peu les doigts. Tiens, tonton, tu vas pouvoir répondre à la question. Pour le titre intercontinental, WrestleMania, tu vas solo entre Rose et Biggie ou un match à plein avec Ah non, Michel non, et... non, mais moi j'ai déjà répondu à cette question. Ah non, non, moi pour l'Intercontinental à WrestleMania, il me faut un match à multiplayer, baby. Ah, Ouais, bah, ouais, tu vois, ouais. nous, notre avis à Raphaël et moi, c'est plutôt en train de changer en disant, ah, ben, n'empêche que Biggie et Cruz en solo, ils peuvent faire quelque chose, quoi. Ah, moi je reste sur un multiplayer. Moi, je Ok. veux un ladder match, je veux un fatal 4-way ladder match ou quelque chose dans ce style, quoi. Mais ah ouais, non, moi Biggie Apollo, ça me suffira pas pour l'Intercontinental. Ça suffira pas pour remplir Allez, pencher ta soif. Ouais, exactement, ouais. Il me faut plus que ça. Moi, je le sens plus pour les tag teams ou pour le US, hein, cette match, Bah, le US, c'est pourquoi pas, hein, les échelles. s'ils utilisent pas Sheamus pour le US, dans ce cas-là, qu'ils mettent une échelle pour au moins foutre toute la double de la low card de Ricochet tout seul, hein. On verra bien. Moi, j'ai l'impression qu'il y a moins de monde en mid-card à SmackDown pour faire un match à échelle. Enfin, si, on peut foutre Nakamura ou d'autres mecs, mais alors qu'à Raw, bah, Raw, c'est plein, le roster est plein, donc on trouvera bien de quoi faire avec Riddle. Qui c'est qu'il pourrait y avoir Kofi. Ricochet, Drew Gulak, Oui, R-Truth. voilà, exact. Ah oui, mais oui. Bon, vous me pardonnez, hein, j'ai complètement oublié de raconter ce segment où le vendeur Non, raconte-le pas, raconte-le pas. d'échantillons gratos des déodorants est devenu champion 24/7 pendant 30 secondes. Voilà, c'était très drôle, mais R-Truth l'a récupéré, c'était formidable. Et puis il y a Tozawa qui passe pour un con. T'as bien aimé ça, tonton, tu l'as vu? Il est Comment parti du excuse-moi, coup, hein. non, non, mais j'ai pas entendu la fin en fait. Je parlais du magnifique segment du titre 24/7 qui a été gagné par un vendeur Ah oui, de oui. déodorants. Oui, oui, exact. Ouais. Ah oui, non, mais là, ils savent même plus vraiment quoi faire avec le 24/7. Hein, donc, bon, heureusement, Bah, du R-Truth, placement Ils de font de la produit. pub, hein. C'est Ouais. Ah, c'est oui, c'est de oui, pire en voilà, ouais. pire, hein. Ouais, exactement, ouais, du bon placement de produit comme il faut. Donc je pense que le prochain détenteur du titre, ça sera une figurine Matei qui va tomber sur Sneakers, R-Truth. Ah, voilà. Ou un sneakers. Ou non, bah, machin là, le mec, le vieux de KFC là, l'espèce de papy là. bah, ouais, en plus, c'est Ziggler qui fait KFC, donc ça devrait aller, hein. Non, C'est ou ce sera peut-être des gens des boîtes d'intérim, là, je sais pas quoi, là. Manpower? Ouais, on peut tout imaginer effectivement. Oh, ça va être Hulk Hogan, ça va être très drôle à WrestleMania. Qui a serpiné par Titus, et voilà. Eh, c'est magnifique. Bon les amis, on a fini, c'était le dernier pay-per-view avant WrestleMania, c'était Fastlane, c'était formidable ou pas. En tout cas, on était unanime sur la performance européenne. Bravo, bon match les gars. Et bah, j'espère que vous avez apprécié cette analyse. Dites-nous dans les commentaires déjà ce que vous avez pensé du pay-per-view. Vos tops, vos flops, vos notes, vous connaissez hein, les copains. Voilà, donc ça vous pouvez le faire si vous nous avez écouté sur YouTube, hein, c'est le meilleur média pour avoir des commentaires. Et puis des petits likes et puis s'abonner. Mais sinon, il y a PodCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Vous pouvez nous télécharger, nous écouter dans les transports en commun sans problème en allant travailler. Vous pouvez venir nous parler sur le Discord. C'est là qu'on fait nos pronostics notamment. Et puis, bah voilà, Twitter,
Ça, c'est Tonton Chris et Ringside, Instagram, Facebook. On est présent. Catch up. Ben, je vous remercie d'avoir été présent pour cette chronique. Je remercie Papy qui était là dès le début. Ça va, Papy? Merci beaucoup, Papy, pour ta présence. Ben, merci Raphaël pour ton hosting. Et puis, hashtag Sheamus à WrestleMania. Moi, je maintiens. Hashtag Sheamus à WrestleMania. Il est arrivé en déboulant dans les vestiaires. Tonton Chris, on ne l'avait pas attendu. C'est un peu de notre faute. Mais il est toujours fidèle au rendez-vous. Merci d'avoir été là, Tonton, de t'être libéré. Ah, merci à toi, Raphaël. Merci, Papy, d'accueillir un tonton à la bourre. Je fais un petit featuring, en fait, quoi. Ben voilà. Et ben écoute, featuring Tonton Chris. Peuple de Catch-up, merci pour votre écoute. On se retrouve très bientôt. Raw, SmackDown, des bastons jusqu'à ce que ça disparaisse. Et puis, WrestleMania très bientôt. Donc, restez connectés. Allez, bonne soirée tout le monde. Merci pour votre écoute. Ciao, ciao. Salut à tous. Salut, Papy. Salut, Raphaël. Yeah. Salut, Peuple de Catch-up. Qu'est-ce qui se passe? T'as cassé la voix. Voilà.